Bonjour à tous, bonjour Timothée, bonjour Maya, bonjour Pauline, bonjour Sonia, bonjour Audrey, bonjour Corinne, bonjour Doriane, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 27e webinaire Parlons RH sur le thème de l'inclusion. L'inclusion, comment rendre les managers acteurs de la diversité. Pour traiter de ce thème ce 22 novembre après-midi, juste après la sieste, j'ai le plaisir de recevoir une experte, une spécialiste du sujet, Gladys Muller, qui est directrice générale de Cubix France. Bonjour Gladys. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour pouvoir traiter avec nous de ce sujet. Alors tout de suite, le sommaire de ce 27e webinaire, eh bien, comme tous les webinaires Parlons RH, on essaiera rapidement, enfin Gladys essaiera ou le fera, de décrire, de circonscrire le sujet de l'inclusion et de la diversité. Après, on verra après le quoi, on verra aussi le pourquoi ou comment, qu'est-ce qu'être inclusif et quels sont les bénéfices à tirer de cette dynamique de diversité. J'essaie de ne pas trop déflorer le sujet puisque justement on va le décrire et on verra surtout comment opérationnellement, concrètement, rendre acteurs les managers de cette dynamique de diversité et d'inclusion. Voilà le programme de ce webinaire. Il durera maintenant 42 minutes pour être précis. Vous pouvez, comme vous avez commencé à le faire, mettre un certain nombre de commentaires dans la zone de chat, mais surtout, poser des questions à Gladys, qui est là pour y répondre. Faites part de votre retour d'expérience sur cette thématique. Voilà, donc n'hésitez pas, la boîte de chat est là pour vous, pour pouvoir échanger. Autre point sur les modalités opérationnelles, la présentation qui va vous être faite, vous pouvez la télécharger à l'issue du webinaire et surtout, nous vous recommandons d'évaluer ce webinaire et d'émettre un certain nombre de commentaires, des critiques bienveillantes, on n'en doute pas, constructives, mais c'est ce qui nous permet de toujours les améliorer et d'essayer de faire en sorte de répondre au mieux à vos attentes. La diversité était un thème qui était remonté dans les commentaires précédents, ce qui explique ce 27e webinaire. Et bien, pour commencer tout de suite, avant d'entamer par la première question, Gladys, est-ce que tu peux nous dire rapidement quel est ton parcours? Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas la société Cubix, qu'est-ce que Cubix? Que fait Cubix? Eh bien, mon parcours, moi, je suis psychologue du travail de formation. J'ai démarré mon parcours professionnel au sein du groupe Sodexo sur une fonction opérationnelle en tant que chargée de recrutement et de formation, donc sur toute fonction de l'entreprise. Et à l'issue de ces 5 ans, j'ai rejoint le groupe Adecco pour un poste de consultant. Donc, j'ai basculé dans le monde du conseil pour rejoindre Cubix il y a 10 ans maintenant. En tant que consultante et je suis maintenant depuis 2 ans la directrice générale de Cubix en France. Félicitations. Merci. Et Cubix, alors Cubix, souvent, on le résume peut-être au test PAPI. Pour moi, Cubix égale PAPI. Vous faites d'autres choses que PAPI? Ça nous arrive. Oui, on fait d'autres choses que PAPI. En effet, Cubix est un cabinet de conseil en ressources humaines, mais vraiment spécialisé sur tout ce qui est l'évaluation et le développement des compétences. Donc, le questionnaire phare que l'on utilise, la solution phare que l'on propose à nos clients, en effet, c'est le PAPI, mais il représente aujourd'hui à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires. Il faut savoir que Cubix, en fait, propose des solutions au-delà du PAPI, sur tout ce qui est évaluation, développement, ça passe par des questionnaires 360 ou de l'accompagnement de nos clients sur toutes les thématiques de pré-recrutement, donc présélection, essentiellement, attraction, tout ce qui est également évaluation et développement des collaborateurs en entreprise. Et juste pour expliquer qu'on a un cabinet international dans plus de 14 pays aujourd'hui. D'accord. Donc, j'entends bien, hein, 2 tiers, ce n'est pas que le test PAPI. Et j'ai entendu aussi, c'est un cabinet de conseil. Vous êtes cabinet de conseil et éditeur. C'est ça. Les deux. Les deux. Les deux, hein. Les 2 métiers sont historiques chez nous. D'accord. Et en même temps, comme dirait Monsieur le Président. Je vois qu'il y a marqué 15% du chiffre d'affaires annuel est réinjecté dans la R&D. Oui. Alors, souvent, quand on est éditeur, on évoque souvent ce pourcentage de chiffre d'affaires consacré à une dynamique d'innovation, en fait. Pour être, bon, c'est factuel, c'est quantitatif, mais pour être très concret, c'est quoi la dernière innovation, par exemple, lancée par Cubix? La dernière qui est si sortie, il y en a une, hein. Il y en a au moins une, ouais. Il y en a même plusieurs, mais la toute dernière sortie, à moins maintenant que nous l'avons lancée, c'est l'Instagram de la présélection, c'est-à-dire que c'est un
un quiz pour attirer et identifier les candidats qui sont plus en lien avec la culture de l'entreprise. Et ça se passe entièrement sous un format image, entièrement sous mobile. Et donc, on a fait un travail en R&D, psychologue du travail, d'identifier les images en lien avec des valeurs fortes de l'entreprise. Et on vient en conseil auprès de nos clients, justement pour construire ces quiz à chaque fois sur mesure sur leurs valeurs. L'Instagram de la présélection, De c'est ça? la présélection. De la présélection. Oui. Ça s'appelle comment? Capture. 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 Ok, donc un cabinet de conseil et un éditeur qui est dans une dynamique d'innovation, spécialiste d'évaluation, du développement et pas que pas qu'avec une solution qui est Papy. Mais pourquoi tu viens de nous parler de diversité et d'inclusion? Quel est le lien? Quel est le lien exactement? Le lien, c'est qu'on accompagne en fait beaucoup du coup de managers, de leaders au sein de nos entreprises partenaires. Et donc, c'est une thématique qui revient régulièrement. Comment les accompagner dans leur management, dans leur accompagnement de leurs équipes diverses et comment en tirer pleinement parti. Donc voilà, c'était vraiment une question de nos clients, une préoccupation des personnes que nous accompagnons sur cette thématique des équipes diverses qu'ils ont à accompagner au quotidien. Et c'est pour ça donc, que tu vas nous en parler. C'est ça. Et justement, je commence tout de suite par une question pour être sûr qu'on parle le même langage tous. C'est quoi la diversité? Alors la diversité, c'est important pour nous à chaque fois de bien le réexpliquer et de bien s'aligner en effet sur ce que l'on entend par diversité. C'est pas seulement une question d'âge, d'origine, c'est beaucoup plus large que ça. Et on tient à le souligner puisque régulièrement, quand je pose la question à des entreprises, le premier sujet qui vient, c'est l'égalité homme-femme ou c'est l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, c'est important de rappeler que la diversité en entreprise, c'est aussi toutes les différences invisibles qui sont importantes à prendre en compte, que l'on parle d'école, d'expérience, éventuellement de classe sociale. Ça peut être également tout ce qui est la personnalité. Juste la personnalité et les personnalités différentes, c'est déjà une diversité. Donc, c'est important quand on parle de diversité d'avoir l'ensemble de ces éléments en tête. Et une diversité qui revient aussi assez régulièrement, c'est la diversité en termes d'âge au sein des équipes. D'accord, donc la diversité, elle est plurielle, elle est multifacette. Ouais. J'en profite juste parce que c'est d'actualité, mais je ne voudrais surtout pas réduire la diversité à cela. Vous le savez sans doute, je suis en train de rechercher mes petites notes parce que j'ai reçu ça tout à l'heure. Il y a une conférence de presse de Muriel Pénicaud et de Marlène Schiappa sur le thème de l'égalité professionnelle, présentation de l'index de l'égalité entre les hommes et les femmes, et c'est à 17h45. Donc, si vous suivez les chaînes d'infos en direct, vous pourrez suivre cette présentation de l'index. Il y a une formulation que j'aime bien. À travail égal, salaire égal, on la connaît, mais c'est inscrit dans la loi depuis 46 ans. Il est temps de passer de l'engagement de moyens à l'engagement de résultats. Je ferme la parenthèse, mais on est quand même dans le sujet. Alors ça, c'est la diversité. Oui. Et l'inclusion, c'est quoi? Alors l'inclusion, c'est important aussi pour nous d'expliquer, puisqu'en fait, on entend beaucoup parler de diversité ces dernières années, avec la majorité des entreprises françaises, en tout cas, qui ont maintenant mis en œuvre des politiques de diversité, que ce soit dans les politiques de recrutement ou politiques RH. Et alors l'inclusion, quel est le rapport avec la diversité? En fait, j'aime beaucoup cette phrase de Verna Myers, qui est en fait la VP Inclusion Strategy de Netflix. Donc, son poste, c'est s'occuper de l'inclusion chez Netflix. En VP en plus, en VP, si je comprends. C'est ça. Et du coup, alors, je l'ai laissé en anglais parce que je trouve que c'est moins impactant en français, mais je vais vous le dire en français. La diversité, c'est être invité à une fête. L'inclusion, c'est être invité à danser à cette fête. Et c'est un peu la même chose en entreprise. La diversité, c'est le fait d'avoir en effet, d'ouvrir les portes de l'entreprise à des profils différents, d'ouvrir les portes de l'entreprise en fait à toutes les personnes qui ont des compétences, une expérience qui vont pouvoir correspondre. L'inclusion, c'est s'assurer que ces personnes, je vais les intégrer dans des projets, dans la vie de l'entreprise, dans la culture et que je vais leur laisser voix au chapitre et m'assurer en fait qu'elles font pleinement partie des projets de l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire, dans cette perspective-là, en partant de ce verbatim-là,
que la diversité, c'est de la communication. Ce n'est pas négatif ou péjoratif dans ma bouche. Il faut pouvoir communiquer. C'est ce qu'on fait là, d'ailleurs, aussi. Mais l'inclusion, c'est le passage là. Ce serait ça un peu. Allez, la diversité, c'est de la com, c'est important. Et l'inclusion, c'est de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Oui, c'est ça. L'inclusion, c'est aussi le mettre en œuvre au quotidien. C'est vraiment ne pas juste s'assurer qu'on a des chiffres qui montrent qu'en effet, on a des profils divers. C'est vraiment s'assurer que ces profils divers participent pleinement. La communication. Exactement. Bon, je sais pas Très si bien. C'est ça. Oui, super. Parfait. Donc voilà ce qu'est la diversité et l'inclusion. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions et des interrogations. Gladys est là pour pouvoir y répondre. Donc allez-y, hein, la zone de chat est là pour vous. Alors je sais qu'il y a quelques participants qui ont des problèmes techniques. Vous savez, il n'y a pas un webinaire qui se passe sans petites difficultés techniques pour certains d'entre vous. Mais je vois que vous êtes assez nombreux à rester en ligne, donc ça montre bien que c'était juste individuel. Mais posez vos questions, le chat est là pour pouvoir vous exprimer. Alors, on vient de voir ce qu'était la diversité et ce qu'était l'inclusion. C'est quoi être inclusif en fait? Là, on voit les managers, ils ont un style. Alors, on parle des managers, donc déjà, pas forcément les collaborateurs, ça passe par le management. Pourquoi donner un rôle aussi important au management ici? Et c'est quoi être inclusif? Alors non, ça ne passe pas que par le management, ça passe par chaque individu au sein de l'entreprise. Alors là, on parle de la diversité en entreprise et de l'inclusion en entreprise. Évidemment, le sujet peut s'élargir à d'autres champs de notre vie. Mais en tout cas, en entreprise, ça ne passe pas que par le manager. Ce sont les comportements que chacun peut mettre en œuvre. Maintenant, comment s'assurer de faire en sorte qu'on ait un environnement inclusif? Ça va passer notamment par des managers qui ont ce style inclusif. Et du coup, ce qu'on a cherché à faire au sein de QVIC, c'est vraiment d'essayer de définir ce qui caractérise ce style de management inclusif qui va permettre en effet de promouvoir la diversité en entreprise. Donc, c'est vraiment d'avoir des actions et une vision de promotion de cette diversité en entreprise, de reconnaître les singularités, encore une fois, d'identifier, de donner sa place à chacun, et pour que chacun puisse exprimer pleinement ses diversités, ses différences, ces individualités, c'est de mettre en place, d'organiser un environnement sécure qui va justement accueillir ces différences. Donc, ce sont ces éléments qui... C'est quoi un environnement sécure? Comment est-ce qu'on pourrait le matérialiser? Le concrétiser, c'est un environnement dans lequel je me sens autorisée à exprimer, à donner mon avis, mon opinion, même si elle est en décalage avec l'ensemble, la majorité, la culture de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ça. Et alors, donc là, on parle plutôt de différence en tant que pensée, mais ça peut être du coup de différence, encore une fois, de manière de faire, donc également de personnalité et d'opérationnalité. Donc, c'est tout l'ensemble des différences qui peuvent s'exprimer dans l'entreprise, dans cet environnement sécure qui va les accueillir. La promouvoir, la reconnaître et... la laisser s'exprimer. La laisser s'exprimer, mais même plus que ça, l'inciter quasiment, oui. C'est ça, hein? Oui, complètement. Alors, il y a Bibata qui pose la question, est-ce que la diversité concerne uniquement les femmes? Alors, non, c'est ce qu'on a évoqué en début de ce webinaire. Au contraire... je fais un petit marche arrière. Merci. La diversité, c'est vrai que le sujet le plus médiatisé, c'est celui de la diversité homme-femme. Mais il y a aussi des sujets de diversité dans certains environnements hommes. J'ai travaillé pendant de nombreuses années pour le groupe L'Oréal et c'était justement la question de pouvoir accueillir plus d'hommes que de femmes. Donc, ce n'est pas qu'une question homme-femme. À côté de ça, au quotidien, les questions de diversité, elles se font aussi, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, sur une question de génération, par exemple, d'origine, de niveau d'expérience ou d'école du diplôme. C'est peut-être ma parenthèse sur la ministre, les ministres qui vont s'exprimer sur cette discrimination de genre. Mais il y a tout type de diversité. D'ailleurs, puisque je refais une parenthèse, attention, hein, vous avez aussi l'entreprise des carrières qui sort un dossier sur les personnes en situation de handicap, donc une autre thématique de la diversité, mais vous voyez, elle est plurielle et multifacette. Alors, juste une autre question qui est de Dorian. Merci Dorian. Comment passer le message de l'inclusion
à des managers réticents. Est-ce qu'on va le voir un petit peu après? Exactement. Donc, Dorian, votre question est bien notée, on va la prendre juste après. Ça, c'était sur la partie les managers inclusifs. Quel est le style d'un manager inclusif? Voilà. Ça permet quoi? C'est quoi les bénéfices? J'ai presque envie de dire de façon très prosaïque. Moi, entreprise, ça me permet quoi de promouvoir la diversité, de la reconnaître, de favoriser un cadre, un environnement qui laisse à chacun justement la diversité de s'exprimer? Il y a eu un grand nombre d'études réalisées sur le sujet et l'ensemble de ces études montrent qu'un environnement donc dans lequel déjà est accueillie la diversité, où il y a inclusion de cette diversité, va permettre d'augmenter la créativité, l'innovation au sein des équipes, de permettre aux équipes de mieux collaborer ensemble avec du coup une plus grande satisfaction au travail de ces individus. Donc, c'est vraiment cette idée de travailler mieux ensemble avec une plus grande valeur ajoutée et une plus grande performance au global qui va être intéressante. Et puis, le deuxième volet, donc là, c'est vraiment côté performance de l'entreprise. Deuxième volet, c'est ce que je disais par rapport à la satisfaction au travail, par rapport à la rétention des collaborateurs. Ces environnements inclusifs vont vraiment permettre aux collaborateurs de plus se sentir engagés dans l'entreprise. Donc, c'est les chiffres qu'on vous a indiqués ici, mais ces études montrent qu'en effet, ces employés qui sont avec un leader inclusif vont avoir une loyauté 81% plus élevée que les collaborateurs qui n'ont pas ce style de management au quotidien. Et on a un partenaire entreprise, Shell, qui a mené une étude au sein de ces équipes, car ils avaient une grande politique de diversité, mais avec des résultats très, très inégaux en fonction des départements. Et donc, ils ont mené une étude entre ces différents départements. Et les résultats de cette étude, c'est que dans les équipes qui avaient des managers avec ce style inclusif, c'est-à-dire qui avaient des comportements inclusifs, on reviendra tout à l'heure sur vraiment ce que ça veut dire concrètement, qui avaient un leadership fort et qui faisaient de la diversité sans constituer des sous-groupes, mais vraiment d'avoir des groupes divers, permettait d'avoir une différence de performance entre les équipes. Donc la diversité ne suffit pas, encore une fois, pour améliorer l'engagement des collaborateurs et la performance de l'entreprise. La diversité, ça peut être une finalité, ça peut être un moyen. Finalement, il y a les deux, et c'est pas, c'est pas une condition suffisante du succès. Exactement. Sinon, ça se saurait. Par contre, c'est une condition, c'est un moyen utile et très efficace des différents axes d'amélioration qui sont évoqués ici. De la même manière, de l'inclusion sans diversité, il ne va pas y avoir grand résultat. Si vous faites de l'inclusion mais avec des profils qui sont identiques, vous n'allez pas avoir un bon résultat. Donc là, on ne va pas s'en doute. L'inclusion de clones, ça peut être intéressant comme sujet de webinaire. On a vu le quoi, on a vu le pourquoi, si je puis dire. Hein. Oui. Alors, certes, rapidement, mais on continue à poser vos questions. Alors, Julie, Isabelle, elles sont là. Hein. Et donc, on va voir justement le concret, puisque vous revenez sur comment ce qu'on fait. Donc, justement, Gladys va présenter ces éléments-là, et puis on va prendre bien sûr toutes vos questions. Donc, continuez à laisser vos commentaires et à poser vos questions. Alors justement, comment est-ce qu'on fait concrètement? Après, j'ai envie de dire, OK, on a compris qu'il fallait un management inclusif, un leadership inclusif. Il y a plein de bénéfices à cela. Mais comment est-ce qu'on fait? Alors, comment on fait? En fait, il y a 3 grandes étapes qui sont assez classiques hein, dans l'accompagnement des managers et des collaborateurs de façon plus générale. Et ces 3 grandes étapes, c'est les éduquer. Donc, quand on dit éduquer, ça veut dire s'assurer que tout le monde a la connaissance de ce que signifie la diversité, de ce que signifie être inclusif et s'assurer qu'au quotidien, je vais inviter quelque part l'ensemble de mes collègues, l'ensemble de mes collaborateurs à participer au projet dans lequel je suis. Donc, pour l'éducation, je vais vous expliquer juste après comment on fait, mais c'est toujours la première étape. La deuxième étape, c'est l'évaluation. L'évaluation, c'est quoi? C'est poser quelque part à un moment un diagnostic qui peut être individuel et qui peut être collectif. Un diagnostic pour justement faire prendre conscience à vos collaborateurs, aux managers,
de là où ils en sont en termes de comportement inclusif. Et puis enfin, une fois que cette prise de conscience a lieu, c'est évidemment des actions de développement pour aller travailler avec eux conjointement ces éléments qui vont leur permettre demain d'avoir des équipes où justement chacun aura son rôle à jouer. Donc, encore une fois, c'est des méthodologies assez classiques en accompagnement des managers. Donc, qu'est-ce qui diffère? C'est simplement aujourd'hui, on n'a pas de socle commun pour définir ce qui caractérise un leadership, un manager avec un style de leadership inclusif. Et c'est le travail qu'on a fait, nous, l'année dernière, avec une université en Angleterre, avec une professeure d'université qui est vraiment spécifique et qui ne travaille que sur l'inclusion. Et nous avons défini ensemble un référentiel du leadership inclusif. Donc, ce référentiel, il va vraiment se focaliser sur 3 grandes dimensions, mais je pense que c'est important de les rappeler, qui sont soi-même. Donc déjà, comment moi, je suis dans ma personnalité, en relation avec les autres, et également au niveau organisationnel. Donc, des dimensions qui… Les 3 dimensions, c'est soi-même, oui, le relationnel et l'organisationnel, c'est ça? C'est ça. Alors, l'organisationnel, il est plus vrai pour les managers, puisque quand on n'est pas manager, et notamment des senior managers, on n'a pas forcément cet impact sur l'organisation. Donc, évidemment, les niveaux soi-même et le relationnel, c'est pour l'ensemble des collaborateurs. Le niveau organisationnel est plus pour… Sur le soi-même, on teste quoi, par exemple? C'est quoi le type de questions qu'il faudrait presque s'auto-formuler? Oui. En fait, on va aller sur les notions d'ouverture. C'est-à-dire, est-ce que je suis ouvert à d'autres profils que moi, à d'autres pensées que moi, à d'autres expériences que la mienne? Est-ce que j'ai le courage aussi? Le courage est une notion très importante dans cette notion d'inclusion. Si je n'ai pas finalement le courage d'affronter aussi mes limites, d'affronter aussi du coup des modes de pensée que je n'aurais pas forcément, ça va être difficile d'accueillir l'autre dans la différence. Donc le courage et la volonté d'apprendre, de découvrir, l'ouverture sont vraiment des dimensions très importantes. Et tant qu'on y est, sur la partie relationnelle, c'est quoi le type de questions? Sur la partie relationnelle, on va être sur des dimensions autour de la gestion de conflits dans la diversité. Ça, c'est vraiment un élément qu'on retrouve très régulièrement au sein des entreprises, surtout sur des entreprises avec des équipes très opérationnelles, avec des profils qui vont être très divers et variés. On travaille beaucoup dans le secteur de la restauration, par exemple. Et sur ces équipes dans le secteur de la restauration, là, pour le coup, il va y avoir des conflits qui sont liés souvent aussi à des problèmes d'origine, sur des questions d'origine. Donc, comment est-ce que je fais, moi, manager, pour gérer ces conflits en m'assurant, encore une fois, d'inclure tout le monde et de ne pas créer des tensions encore plus grandes. Donc, comment m'assurer, encore une fois, de gérer cette diversité et ces conflits qu'il peut avoir dans un environnement avec des différences culturelles. Donc, poser un référentiel commun sur 3 axes, soi-même, relationnel, organisationnel, dans un triptyque ou dans une dynamique en 3 étapes, éduquer, évaluer, développer. Oui. Est-ce qu'on peut rentrer concrètement un peu dans le éduquer? Tu as dit tout à l'heure, tiens, je vais dire concrètement ce que c'est. Alors concrètement, comment est-ce que j'éduque je sais pas si éduquer, il y a une petite, c'est un petit peu péjoratif en français. Je pense que en education en anglais, c'est un petit peu différent en termes de sens. Justement, alors comment est-ce qu'on fait pour en français, vous pourriez dire de la communication, mais c'est l'idée, c'est vraiment de donner les clés aux acteurs de votre entreprise pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, ça peut se faire à différents niveaux. J'allais dire un premier niveau de communication assez large qui va être de la communication au travers de webinars, au travers de l'aide d'information. Maintenant, on reste souvent sur quelque chose d'assez superficiel. Donc, nous, notre approche que nous privilégions, c'est d'aller vraiment sur des ateliers, des workshops, sur lesquels nous allons faire travailler les collaborateurs, les managers sur ces notions. Oui, donc c'est pas que de la communication, c'est de la communication action. Exactement. Pour qu'il y ait une appropriation. C'est dans le sens éduquer, c'est dans ce sens-là en fait. C'est vraiment de s'approprier, de comprendre le sens de l'ensemble des notions qu'on évoque.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que on a réalisé un atelier comme celui-ci là sur le mois qui vient de s'écouler dans une entreprise de télécommunications. On était plutôt sur du senior management. Et évidemment, quand on a commencé à parler de ce sujet de l'inclusion autour de la table, le premier tour de table, ça a été ah oui, non mais alors on est vraiment dans cette démarche d'inclusion, c'est vraiment quelque chose dont on est tous conscients et sur lequel on travaille. Et puis du coup, on va dans des exemples très concrets. Et donc je me rappelle de ce manager sur un exemple concret d'identification de ses futurs collaborateurs. Quand je lui ai demandé, mais du coup, quel est le premier critère que vous allez voir sur le CV? Ah, ben, c'est l'école. Je veux absolument savoir de quelle école cette personne vient. Et du coup, ça lui a permis de prendre conscience de ses comportements qui sont la plupart du temps inconscients, justement. Et du coup, cette étape-là est importante. Si vous allez directement sur l'évaluation sans que les personnes aient compris exactement de quoi on parle et en aient pris conscience, l'impact de ce diagnostic individuel, de cette évaluation va être beaucoup plus faible, voire quasi nul, voire même une réticence à bien recevoir les résultats. Donc, dans l'éduquer, il y a sensibiliser, informer, former, faire en sorte qu'on s'approprie, qu'on prenne conscience, connaissance même de soi-même sur les actes. Dans l'évaluation, et pour basculer sur ce thème-là, oui. Sauf si tu veux rajouter quelque chose sur l'éducation, après on va prendre bien sûr les questions, mais justement j'en prends une tout de suite pour introduire l'évaluation. Oui. C'est Laurence qui pose la question, comment est-ce qu'on peut mesurer la diversité dans son entreprise? On peut mesurer l'emploi des personnes en situation de handicap, est-ce qu'on peut mesurer le nombre de nationalités, l'égalité homme-femme, d'accord, mais est-ce qu'on a le droit de mesurer la nature, les religions qui sont pratiquées Comment est-ce qu'on procède sur l'évaluation? Alors, nous, ce qu'on évalue, ça ne va pas être la diversité. La diversité, c'est une donnée quantitative, quelque part. Et ce n'est pas ça là, qui va nous intéresser. Nous, ce qui nous intéresse au sein de Qubit, c'est de comprendre le comportement, les motivations des individus. Donc, ce n'est pas tant la diversité qu'on va les mesurer. Ce qu'on va les mesurer, c'est à quel point ces individus vont avoir des modes de comportement inclusifs. Donc, pour faire ça, justement, il nous fallait ce socle de comportement, d'identification des dimensions qui vont permettre l'inclusion. Donc maintenant qu'on a défini ce socle, comme je vous le disais, avec cette université en Angleterre, avec Doyam, elle s'appelle. Aurélia, qui pilote chez Talent RH les webinaires, vous a mis la référence juste au-dessus. Merci beaucoup. Et du coup, on va aller mesurer ces dimensions. Comment on le fait? Et c'est pour ça qu'on ne parle pas du tout d'outils d'évaluation dans un cadre de recrutement. Hein. On est vraiment dans une visée, encore une fois, de développement, d'accompagnement des collaborateurs. On va le faire sous un modèle un peu comme un questionnaire 360, hein, que vous connaissez peut-être tous. C'est-à-dire que sur ces dimensions spécifiques de l'inclusion, on va aller interroger l'individu pour comprendre comment il s'auto-positionne. Et puis, on va aller interroger son entourage. Donc, encore une fois, ses collègues, ses pairs, ses managers. Et du coup, l'intérêt, ça va être pour lui de comprendre les écarts entre ce qu'il perçoit lui-même dans ses comportements inclusifs, donc encore une fois, de promotion de la parole de chacun, de gestion de conflits, de promotion de l'adversité, de courage, et comment son entourage le positionne également. Et ensuite, d'avoir ce temps en fait, d'appropriation, de prise de conscience, pour bien comprendre justement où est-ce qu'aujourd'hui il est déjà dans ses comportements et puis où est-ce qu'il faudrait qu'il les travaille, qu'il fasse un peu attention et donc cette prise de conscience, puisqu'encore une fois, la plupart du temps, ce ne sont pas des comportements et des comportements conscients. Donc, Laurence, la mesure de la diversité, vous l'avez évoqué, il y a un certain nombre de critères. Les autres, ils sont illégaux en France. Hein. Donc, par définition, on ne vous recommande pas de le faire. En revanche, la démarche qui vous est proposée ici, c'est d'évaluer sur cette base d'un référentiel et ce 3 axes, je ne sais pas comment on peut dire, le potentiel inclusif. C'est le bon terme, c'est ça? Oui, c'est le style de management inclusif. Le style de management inclusif. Ouais. Éducation, évaluation, et alors une fois qu'on sait où on est et qu'a priori on sait où on souhaite aller, oui. On se développe s'il y a des axes, comment ça comment est-ce qu'on peut travailler? Comment moi je peux travailler mon potentiel inclusif? Alors, je voudrais juste revenir sur la partie évaluation. Non, il y a cette évaluation individuelle, il y a aussi du coup la possibilité d'avoir une évaluation collective. C'est aussi intéressant pour du coup une entreprise de comprendre, même en termes de culture, vis-à-vis justement de cette prise en compte de la diversité et de l'inclusion,
où est-ce que l'entreprise en est en termes de culture pour avoir justement plutôt des actions de grande ampleur. Si je reviens sur de l'individuel ou sur des petits groupes, en termes de développement, sur tout ce qui concerne le développement humain, la première des étapes, c'est cette prise de conscience. Donc, évaluer, développer, on est à cheval, mais il y a ce temps de prise de conscience qui est clé, qui est ce temps de feedback où justement la personne va entendre ses différences, comment il est perçu, et puis du coup commencer à agir dessus. Et puis ensuite, du coup, il y a cette étape de... Pardon, je te coupe pour bien comprendre la notion de feedback, c'est comment ça marche. Est-ce que je fais une auto-évaluation et j'ai quelque chose qui apparaît ou je fais une auto-évaluation, j'ai des personnes autour de moi, voilà. Et du coup, en effet, il y a un rapport, mais qui est toujours restitué avec quelqu'un qui a été formé. Pourquoi formé? Puisqu'en fait, on peut avoir des écarts de perception qui sont parfois délicats. Ça peut être que je me perçois comme quelqu'un de très courageux dans ma manière d'échanger, voilà. Et puis ensuite, ton entourage te dit, non, pas tant que ça. Donc c'est important. Alors, ça peut être fait par des consultants externes ou par les RH en entreprise ou des managers qui ont été formés. Ce n'est pas réservé au monde du conseil. Simplement, il faut en avoir été, avoir été formé. Encore une fois, pour être vraiment dans une posture, ce qu'on appelle la posture coach, qui est quand même un terme qu'on entend très souvent, mais dans cette posture bienveillante pour donner ce feedback aux personnes. Donc, il y a un individu, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un individu qui va être là pour être dans une écoute et dans une forme de restitution. Ça, c'est la partie feedback. Alors après, ça, c'est notre méthodologie et même quelque part notre déontologie chez Qubix. On est sur l'humain. Maintenant, oui, vous avez un rapport, tout ça peut être digital, ne pas avoir de contact humain. Je pense juste que du coup, il y a une valeur ajoutée qui est bien moindre. OK. Sur la partie développement, tu veux rajouter quelque chose? Oui, du coup, sur la partie développement, on va aller sur... Alors, évidemment, il y a des actions de formation qui peuvent être assez descendantes. Alors, nous, on ne propose pas ce genre d'actions de formation. Maintenant, on peut travailler avec des partenaires pour le faire. Encore une fois, on croit vraiment à l'expérientiel. Et du coup, ça va être des ateliers, alors soit de l'accompagnement individuel, encore une fois, avec... là, souvent, c'est plutôt des coachs qui vont faire travailler... concrètement sur des situations et comment résoudre ces situations pour aller de plus en plus vers un management inclusif. Deuxième option, c'est plutôt ce qu'on appelle le co-développement. Donc là, on va être sur faire travailler ensemble des collaborateurs, des managers, en groupe de 6 à 8 personnes. Et le consultant ou l'animateur est là pour faciliter la discussion, donc pour proposer des solutions, mais pour que l'ensemble des acteurs de ce co-développement puissent construire ces solutions et que chacun en fait réfléchisse à ce qu'il peut faire individuellement, que ceux qui sont plus à l'aise dans certaines dimensions, donc encore une fois peut-être plus dans la gestion de conflits dans un environnement divers avec des profils divers, puissent apporter, puissent réfléchir, puissent challenger quelqu'un qui est peut-être moins à l'aise dans ces situations. Et du coup, ce sont des groupes qui se créent sur la durée avec des rencontres régulières sur un temps donné. Et ça va permettre aussi, du coup, une dynamique de changement dans l'entreprise. Justement, tu as évoqué à plusieurs reprises l'importance du timing, d'être dans le bon rythme. Là, on vient d'évoquer la notion l'expérientiel, qui est un peu plus dans une forme de continuum pédagogique qui est intéressant. On parle de co-développement sur la durée. De façon très prosaïque, un projet, je ne sais pas, on a des résultats au bout de combien de temps? Ça dure combien de temps? Alors déjà, dans un projet tel que celui-ci, très clairement, Qubix ne sera jamais le seul acteur. C'est-à-dire que c'est un projet plus large, qui est évidemment généralement piloté par les RH, mais dans lesquels il est impératif que les opérationnels et le CODIR soient impliqués, sinon ça ne marchera pas. Et en fait, on vient vraiment sur ce temps, encore une fois, de prise de conscience, sur ensuite vraiment permettre à la culture de l'entreprise, au style managérial de l'entreprise d'évoluer et de changer. On ne sera certainement pas les seuls acteurs et il y aura d'autres actions qui seront à mettre en œuvre en termes de développement, d'accompagnement, de changement de l'organisation. Donc, ce sont des projets qui sont évidemment assez longs. On ne peut pas changer ça en 2 mois. En 2 mois, on peut vous donner ce workshop pour permettre la prise de conscience, on peut vous donner l'évaluation.
pour vous donner une photo en fait d'où en sont les managers. Par contre, on ne commencera pas à faire changer beaucoup le comportement et du coup avoir un impact sur la performance et le bien-être et l'engagement des collaborateurs. Donc on est plutôt sur 6 mois, 1 an, Oui. dans une dynamique un peu comme ça de long terme. De toute façon, Exactement. l'inclusion et la diversité, effectivement, on n'est pas sur du temps court. Non, ce n'est pas sur du one-shot. Voilà. Alors, on va prendre tout de suite les questions. Il y en a une qui est très courte. Donc, le 360 degrés, est-ce que c'est un outil Cubix? Alors, le 360 degrés est une méthodologie. Ce n'est pas un outil spécifique de Cubix. Vous pouvez en trouver pléthore sur le marché. Maintenant, Cubix a en effet un questionnaire 360 que nous proposons à nos clients. Alors, je vais avoir pas mal de questions. On va essayer d'y répondre comme ça en quelques dizaines de secondes à chaque fois. Quel est le principal acteur de... Alors, c'est Selma qui pose la question. Quel est le principal acteur de l'inclusion? Les services RH, les managers, le collectif? Selma, je me permets de rajouter les dirigeants, les partenaires sociaux. Eh bien, en fait, c'est tout le monde. Ça tombe bien, on parle d'un sujet d'inclusion. Eh bien, c'est l'ensemble de ces acteurs. Évidemment, c'est généralement piloté par les RH, mais il faut qu'il y ait absolument un soutien fort. C'est encore mieux quand c'est un input carrément des dirigeants. Et l'ensemble des collaborateurs seront partie prenante. Encore une fois, les managers sont ceux qui vont être là, quelque part, la clé de voûte de tout cela, puisque c'est eux qui, au quotidien, vont mettre en œuvre des comportements inclusifs. Bibata pose la question. Alors, si la réponse ne vous convient pas, si elle n'est pas assez développée ou si ça vous fait penser, réagir à d'autres questions, n'hésitez pas, hein, Selma, n'hésitez pas. Bibata pose la question, peut-on avoir accès au référentiel que tu évoquais tout à l'heure? Oui, tout à fait. On ne l'a pas. Alors, c'est un référentiel d'une dizaine de dimensions, donc on n'a pas voulu l'exposer là, parce que pour ne pas rentrer dans trop de détails. Mais évidemment, n'hésitez pas du coup à nous contacter. Vous avez sur l'écran mes coordonnées et avec plaisir pour le partager avec vous. Parfait. Donc, n'hésitez pas, Bibata. Chloé pose la question suivante. Formation avec au pluriel, hein, plusieurs formations et labels. Handy Manager destiné aux étudiants vous semble-t-il pertinent? Formation et label Handy Manager destiné aux étudiants. Je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. Donc, aux étudiants, mais quels étudiants? Je suis désolée, du coup, je ne connais pas les labels Handy Manager. Oui, en fait, ça doit être des formations qui sont labellisées, je ne sais pas. Oui, après, en fait, comme je ne connais pas le contenu de ce label et dans quel cadre une formation est labellisée, j'aurais du mal à répondre à cette question, j'en suis désolée. Bon, alors, donc le 369. Catherine, te pose la question suivante. Pour évaluer l'ouverture et former les collaborateurs sur la diversité, j'ai entendu parler de quel collègue êtes-vous? Est-ce un dispositif intéressant et performant? Je ne connais pas non plus ce dispositif. Deuxième, alors, désolée. Quel collègue êtes-vous? J'espère sympathique et ouvert, donc un peu inclusif, mais c'est peut-être un questionnaire qui a été développé. Donc désolé. Alors avec plaisir, si vous souhaitez qu'on en parle, avec plaisir pour m'envoyer le lien ou de l'information, je regarderai et puis je pourrais vous dire voilà par rapport aux recherches qu'on a fait, ce que j'en pense. Alors, Julie qui posait la question, rendre les managers acteurs de la diversité, ok, mais concrètement, éducation, évaluation, développement. Éducation, c'est la sensibilisation, c'est l'appropriation, le passage à l'acte. Je me permets de résumer, presque de vulgariser. L'évaluation sur les 3 axes, soi-même, relationnel, organisationnel, et le développement, si on reste en 3 points, attention au timing, le co-développement, et il me manque un 3e point que j'avais pourtant bien retenu. Et puis il y avait l'expérientiel qui me semble intéressant, effectivement. Bien sûr qu'il y a des formations, peut-être d'ailleurs les formations que vous évoquez, formations dites labellisées. Voilà pour la partie opérationnelle. La reconnaissance des singularités, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, la reconnaissance des singularités, ça veut dire, je vais vous prendre un exemple très concret. Nouveau projet au sein d'une entreprise, eh bien, c'est de faire en sorte que l'ensemble des membres de l'équipe puissent apporter sa vision sur ce projet, que cette vision soit en décalage avec la vision du manager, la vision classique de l'entreprise sur ce projet. Donc, c'est permettre à chacun de s'exprimer.
Donc là, je vous parle beaucoup de différences plutôt sur de la personnalité. On pourrait prendre cet exemple avec homme-femme, mais c'est vraiment faire en sorte que malgré les différences de chacun, eh bien, on permet à chacune de ces différences, de ses singularités, de ses spécificités, de s'exprimer. Pour éviter de rentrer dans un moule où finalement, alors on parle souvent homme-femme de l'approche masculine-féminine, où du coup, les personnes vont rentrer dans ce moule, vont plutôt taire des tendances naturelles pour être en concordance avec ce qui se fait le plus souvent en entreprise ou dans la culture d'entreprise qu'ils ont rejoint. Alors, il y a une question, je ne la retrouve plus, qui était là. Est-ce que je ne la retrouve plus, alors je m'excuse, je ne sais pas de qui est l'origine, mais c'était est-ce qu'il y a des limites finalement à la démarche inclusive? Et Isabelle posait la question, n'y a-t-il pas aussi non plus des risques de comportement déviant? Jusqu'où on peut aller? Est-ce que finalement il y a des risques à cela ou pas? En fait, je vois assez peu de risques à être dans un comportement d'ouverture et de donner la parole à chacun dans un environnement sécure. Le risque, il peut être plutôt pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir aussi dire stop et aller sur de la prise de décision, aller sur de l'action. Voilà quel peut être le risque, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne parle pas simplement de laisser la parole à chacun, c'est vraiment ensuite aussi dans l'action de le faire ensemble. Mais je vois peu de risques finalement à faire en sorte que chacun puisse apporter encore sa contribution dans un projet collectif. Effectivement, si on part du principe que des différences naît la richesse, ça serait quelle est la limite de la richesse? Elle est infinie. Si ce n'est l'énergie qu'on peut y octroyer. Tout à fait. Et la dynamique, le passage à l'acte, il y a un moment, il faut que l'entreprise elle reste performante, pérenne et rentable. Et justement, cette énergie, c'est pour ça que ce modèle a été créé, c'est pour guider quelque part les managers dans ce qu'ils doivent, ce qui va leur permettre de favoriser ces comportements. Parce que sinon, si on vous dit juste, il faudrait que tu sois plus inclusif dans ton management, c'est assez difficile à vraiment opérationnaliser. Donc, c'est vraiment tout l'objectif de ce modèle. Donc, merci Chloé de nous dire ce que c'est que les formations Andy Manager. C'est donc des formations dédiées à des cordées d'étudiants et accompagnées par une entreprise qui finance la formation. Le contenu est orienté sur les préjugés, les bonnes pratiques et l'environnement légal du handicap. Donc, par contre, ça a l'air très orienté sur la notion de handicap. Toute action qui va permettre aux individus de mieux comprendre les spécificités de chacun, alors là, on est sur le handicap, évidemment, ça va permettre, encore une fois, cette ouverture d'esprit et du coup, une plus grande inclusion des différents profils. Alors, il y a encore quelques questions, mais je pense qu'on va prendre la dernière avant de conclure ce webinaire. Conseillez-vous la mise en place d'une charte diversité pour engager la société et l'ensemble des salariés? Oui, encore une fois, une charte diversité, oui, à condition que dans cette charte diversité, ce ne soit pas que des déclarations d'intention sur alors des chiffres, des quotas, des profils. C'est aussi, encore une fois, comment après ces personnes, ces individus vont être amenés à participer de façon concrète aux actions, à la vie de l'entreprise. Je reprends quand même une dernière question. Il y a Julie qui dit un exemple d'outil de passage à l'action. Un outil de passage à l'action, c'est ce que je vous disais. Du coup, est-ce que Cubix propose un outil de passage à l'action? Ce 360, c'est ça. Typiquement, un 360, c'est un passage à l'action. C'est-à-dire qu'à partir du moment, la prise de conscience, c'est la première étape de passage à l'action. Si vous envoyez, par exemple, des managers dans une formation sur comment être plus inclusif, alors qu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'inclusion et qu'ils ne savent pas eux-mêmes à quel point ils sont inclusifs, vous avez très peu de chances qu'il y ait un impact de cette formation sur leur comportement au quotidien. Du sens et du bon sens, c'est la cohérence en action. Merci beaucoup Gladys. Deux questions quand même pour terminer, pour continuer un peu ce webinaire. Quel est ton actu et ton coup de cœur? Alors, je vais commencer par le coup de cœur. Du coup, en coup de cœur, j'ai vu du coup le centre EDEC, EDEC Open Leadership, donc c'est EDEC École de Business School, qui a créé une chaire sur la diversité, leadership et la diversité, et qui a du coup créé ce centre Open EDEC pour l'inclusion et la diversité. Donc c'est vraiment un coup de cœur de voir qu'il y a au niveau universitaire, au niveau des grandes écoles, c'est vraiment un sujet d'actualité qui est pris pleinement en main. Espérons qu'il y ait d'autres écoles de management qui développent des chaires identiques et que ça fasse boule de neige. Et ton actu? Alors, mon actu, l'actu de Cubix, Cubix France, nous sommes dans les cartons.
Nous déménageons samedi prochain pour de magnifiques locaux avec la plus belle vue de Paris. Et tu nous invites tous. Et je vous inviterai tous, oui, au mois de janvier, à l'inauguration, avec grand plaisir. En attendant, vous pouvez voir quelques photos sur LinkedIn si vous suivez Qubix France. Donc une dynamique de croissance, si j'entends bien, entre les lignes au travers d'un déménagement. Généralement, on déménage pour plus grand, plus haut et plus beau. Ah, bah, magnifique. Merci infiniment de cet échange et de ces réponses. Merci à tous de vos questions et de votre fidélité parce que vous êtes chaque mois dans les webinaires Parlons RH toujours actifs et toujours présents. Pour ma part, je vous donne rendez-vous alors aujourd'hui, sachez qu'il y a le DRH numérique organisé par la NDRH dont Parlons RH est partenaire. Je ne sais pas si le digital, l'expertise digitale est un élément de la diversité, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure. Je ne pense pas que ça soit une zone d'inclusion, plutôt un élément d'inclusion et pas d'exclusion. Bref, j'ai essayé de faire un lien avec le sujet du jour, il est un peu difficile. J'aurai plaisir le 13 décembre pour le 28e webinaire de Parlons RH, recevoir Sébastien Maire, qui est directeur exécutif HCM de Cégide, sur la question, l'enjeu de l'expérience collaborateur. Je ne vous en dis pas plus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous verrez que la problématique est évidemment intéressante. Merci encore beaucoup. Merci Thomas. Et à très bientôt. À très bientôt à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.